Bonjour à tous, et donc Sébastien assure la transition, donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc voilà, peut-être un petit rappel quand même au niveau du soufre. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent au niveau fertilisation, mais c'est quand même un élément important. Donc c'est le 8e élément, je vais dire en importance au niveau de la composition des éléments. Et au niveau de la synthèse des protéines, c'est un élément particulièrement important, notamment parce que toute synthèse de protéines commence par la méthionine, qui est un acide aminé soufré. Et également, donc au niveau de la structure en 3 dimensions de la protéine qui est importante pour les fonctions biologiques qu'elle va remplir, les acides aminés soufrés sont particulièrement importants, notamment avec les ponts disulfures entre les cystéines. Et donc ça intervient aussi pour toute une série d'autres composés importants dans les plantes ou dans les animaux, des vitamines, etc. Et donc notre intérêt pour le soufre en fait a commencé un peu par hasard dans les années 90. Donc l'Institut français du pétrole était venu le trouver pour tester des résidus de désulfuration de fumée, pour voir la valeur, amendante pour le chaulage des parcelles agricoles. Et donc on avait mis en place des essais. C'était dans le cadre d'un projet européen, c'est pour ça que j'étais venu le trouver en Belgique. Il fallait un partenaire étranger. Et donc voilà, on avait remarqué qu'il y avait quand même des effets positifs sur les traitements donc avec ce produit-là. Et on s'est intéressé un petit peu et on a fait un peu de la biblio. On a vu effectivement qu'il y avait les retombées atmosphériques de soufre qui avaient diminué fortement depuis les années 80 suite à la mise en place de mesures européennes pour diminuer les pluies acides. Et donc les retombées atmosphériques en Wallonie, par exemple, ont diminué de 91% entre 1990 et 2014. Donc j'ai repris également une petite carte qui représente un peu la répartition de ces retombées atmosphériques en France. Vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une petite zone en rouge, et ce qui est en vert et en bleu, c'est les retombées qui sont peu importantes. Donc voilà, il y a vraiment un élément fertilisant important pour lequel on ne se souciait pas avant parce que les retombées étaient suffisantes pour couvrir les besoins des plantes. Et puis depuis qu'on a diminué ces retombées, ça devient quand même important et on signale de plus en plus des carences. Donc le soufre provient de ces retombées atmosphériques, le soufre pour les cultures, mais également il peut provenir des minéraux du sol, de la matière organique et des engrais soufrés qu'on apporte aussi parfois sans vouloir nécessairement apporter du soufre, mais parce qu'on apporte du phosphore par exemple, sous forme de superphosphate qui a été traité avec de l'acide sulfurique et donc on enrichit en soufre. Et voilà, donc on a des apparitions de carences qui sont signalées en Europe depuis les années 80. Donc on a eu une recherche en Belgique entre 2001 et 2004 avec nos collègues de Flandre, donc le service pédologique de Belgique. Et on a pu étudier donc, l'intérêt de la fertilisation soufrée sur la qualité et le rendement des prairies. Et donc il y a eu des publications qui ont été faites de ces essais-là. Donc je vais reprendre un peu la synthèse ici. Donc on avait 7 sites différents, ça correspondait à 18 situations, sites années. Et donc on avait choisi au départ des sites susceptibles d'avoir des réponses au soufre, donc des sols superficiels, sableux, éloignés des zones industrielles, pour essayer de maximiser la probabilité d'avoir des réponses au soufre. Donc ce n'est pas quelque chose d'aléatoire et ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de la Belgique. Donc on comparait des niveaux d'azote différents avec des niveaux croisés avec des niveaux de soufre. Donc pour les niveaux d'azote, on avait le niveau de fertilisation moyen, 80 en Wallonie, 100 en Flandre, parce qu'ils sont un peu plus intensifs, donc 100 unités par coupe. Le niveau faible, c'était 50% de la fertilisation moyenne, le niveau élevé, 130%. Il y avait aussi un nombre de coupes différents suivant les sites en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc les essais avaient été menés en bloc aléatoire complet en cas de répétition. Et donc dans ces essais-là, on a pu avoir des effets significatifs de la fertilisation soufrée dans 4 situations sur les 18 situations sites années que je vous ai parlé. Donc environ 20% des sites, on a eu des effets positifs de la fertilisation soufrée sur le rendement. Environ 7 coupes sur les 51 qui ont été faites dans les différents sites, donc là c'est 14%. Et on a eu des effets essentiellement sur les doses élevées d'azote, mais également sur des doses moyennes. Et ça c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas trop. Donc ça voulait dire que dans les situations classiques agricoles, je vais dire, on pouvait quand même espérer avoir aussi un effet positif de la fertilisation soufrée. Alors j'ai repris une illustration ici de Murphy en Irlande, où là il a des effets qui sont beaucoup plus marqués encore que ce que nous on a obtenu. Donc dans nos essais, on a obtenu seulement des augmentations significatives de rendement de l'ordre de 6%,
donc entre 200 kg et 1 tonne 2 de matière sèche par hectare. On n'a pas observé d'effet significatif sur les teneurs en protéines en tant que telles, mais du fait de l'augmentation des rendements, on a quand même eu des productions de protéines à l'hectare supérieures, donc de l'ordre de 190 kg de protéines par hectare en plus donc sur les traitements soufre. Alors, à côté de cet effet sur le rendement, on a voulu aller un peu plus loin aussi pour voir au niveau de la qualité du fourrage. Et dans un essai donc, qui avait très bien réagi, donc l'essai de Bocolt sur la première coupe de 2002, on a fait des analyses des teneurs en acides aminés également du fourrage. Et donc on a vu que sur les essais, sur les fourrages avec soufre, on avait une diminution importante de l'acide aspartique et une augmentation de 18% de la méthionine. Donc il faut savoir que la méthionine, c'est aussi un acide aminé qui peut être limitant pour la production laitière, dans le cas de vaches laitières hautes productrices. Donc voilà, on peut aussi se demander s'il faut vraiment des vaches laitières hautes productrices avec toute une série de limites. Et on a également eu des augmentations significatives d'une série d'autres acides aminés. Bon, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais voilà, je veux dire, c'est des observations. Donc on s'est dit c'est quand même intéressant. Et alors aussi on avait analysé des fourrages, là c'est des fourrages d'agriculteurs, des herbes fraîches, des foins, des silos. Et on avait dosé l'azote, donc l'azote Keldal, pour avoir une idée de la teneur en protéines. Et dans ces fourrages-là, il y avait des échantillons qui avaient été transmis par des agriculteurs qui avaient des problèmes zootechniques. Donc on avait voulu aller un peu plus loin aussi dans l'analyse. On avait fait une analyse de ce qu'on appelle l'azote non protéique, qui est une différence entre l'azote Keldal et l'azote dosé par la méthode Stutzer. Donc ça c'est une très vieille méthode. C'est une méthode de référence en Belgique à un moment donné pour doser la protéine vraie. Donc c'est en fait une précipitation à l'hydroxyde de cuivre et puis on dose les protéines précipitées. Et on a obtenu des relations quand même intéressantes où on avait une augmentation significative de l'azote non protéique en fonction du rapport azote-soufre du fourrage. Donc la relation est présentée ici. Et on voit assez naturellement aussi que les silos sont plus élevés parce que là, il y a une dégradation de la protéine qui s'opère parfois pendant la phase d'ensilage. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que cette relation n'est pas significative quand on prend avec l'azote ou avec le soufre seul. Donc c'est vraiment l'équilibre des deux qui fait que, le rapport des deux, pardon, pas l'équilibre, le rapport et justement le déséquilibre des deux qui peut faire qu'on a un enrichissement en azote non protéique dans les plantes. Alors, dans les essais aussi, on a travaillé sur l'identification des carences. Donc ici, je vais parler de deux types de carences. Les carences phytotechniques, donc c'est quand le soufre est en quantité insuffisante pour permettre la croissance optimale du végétal. Et je vais parler également de carences zootechniques. Là, c'est quand le soufre est en quantité insuffisante pour, les besoins, satisfaire les besoins des animaux. Et il y a également eu des avancées récentes, sur l'analyse de sol pour déterminer les carences. Donc au niveau des carences phytotechniques, j'ai repris un petit extrait d'une publication qui a été faite par mon collègue Michael Matteau. Donc c'est lui qui avait été l'ingénieur, en charge du projet sur l'étude du rôle de la fertilisation soufrée sur la croissance de l'herbe. C'était son premier job, il avait fait un très bon travail là-dessus. Donc on avait repris aussi toute une série de données de la littérature avec des situations de carence en soufre, etc. Et on avait un peu cette figure-là où vous avez des petites croix qui représentent les situations où il n'y a pas de carence et les petits ronds qui représentent les situations où il y a des carences. Et on a délimité sur base de ces points des zones. Donc la zone en dessous de la zone entre les droites qui est une situation où on retrouve des situations de carence et pas de carence, donc une zone d'incertitude. Au-dessus, c'est pas de carence, en dessous, c'est carence. On a défini les limites de ces zones et une relation qui permet aussi de calculer des indices de nutrition soufrée. Donc voilà, les équations sont données ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On y reviendra un peu dans la suite. Avec ces indices de nutrition soufrée, on a pu également mettre ça en relation avec des analyses de sol pour essayer de déterminer des seuils dans le sol pour voir s'il y a des carences. Donc là, on a 233 prairies qui ont été analysées entre 2018 et 2020. On a analysé simultanément les indices de nutrition dans la plante et le soufre extrait dans le sol par l'acétate d'ammonium EDTA. Donc c'est une méthode différente, c'est la méthode qu'on utilise en Wallonie pour les analyses de sol.
mais on a pu la corréler avec la méthode de Scott qui est utilisée en France, et la relation est très bonne. La pente de la droite est de 1 et le R carré qui est en tout petit est de 0,92. Donc voilà, je veux dire, la relation peut être... Maintenant, voilà, l'analyse de sol, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que quand on est au-dessus de 30 de milligrammes par kilo de soufre dans le sol, on n'a jamais d'indice de soufre en dessous de 100. Quand on est au-dessus de 20, on peut avoir des indices entre 80 et 100, donc des situations de début de carence. Et en dessous de 20, c'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir des situations de carence, des indices donc, de nutrition soufrée inférieurs à 80 qui vont apparaître. Mais voilà, vous voyez que quand on est en dessous de 20, on peut aussi avoir pas mal de situations où il n'y a pas de carence de soufre. Donc ça va dépendre aussi de l'intensification, de la fertilisation azotée, par exemple. Si la prairie n'est pas fertilisée intensivement, elle n'a pas besoin de beaucoup de soufre non plus. Donc voilà, ici dans nos sols qu'on avait analysés, je ne sais plus combien sont en situation de carence, etc. Mais voilà. Donc l'analyse de sol peut être intéressante, mais c'est quand même pas quelque chose de très précis. Au niveau des carences zootechniques, donc la littérature montre que le soufre peut jouer sur les performances animales, donc sur la production de lait, de viande, de laine, etc., mais également sur l'activité des micro-organismes du rumen et la digestibilité de la cellulose. Il y a des seuils qui sont donnés dans la littérature, donc le pourcentage de soufre devrait être de l'ordre, enfin, au-dessus de 0,2 à 0,25, en dessous de 0,4%, parce qu'au-delà, on a des problèmes de santé animale assez graves qui peuvent apparaître. Et il y a également des antagonismes avec le sélénium, le zinc, le cuivre qui peuvent se marquer. Donc il faut faire attention avec la fertilisation soufrée. Ce n'est pas quelque chose à mettre systématiquement en grosse quantité et ça doit être raisonné. Alors voilà, je vais encore 2 petites dias, je crois, pour expliquer un peu la situation de la nutrition soufrée des prairies wallonnes. Donc c'est quelque chose qu'on a suivi depuis nos études sur le soufre. Donc on a analysé 790 échantillons sur des premières coupes avec toute une série d'éliminations. Tout ce qui avait des légumineuses, on les supprimait parce qu'au niveau des indices, c'est pas top. Et on a appliqué les seuils de carence phytotechnique donc définis par Michael Matteau et les carences zootechniques que je viens de citer. Et voilà un peu ce qu'on observe donc dans nos échantillons. Donc ce qui est en dessous de la ligne pointillée, ce sont des carences phytotechniques certaines. Donc ça veut dire qu'on est dans la zone voilà, où on peut s'attendre à avoir des indices de nutrition soufrée inférieurs à 80. Ça représente environ 2% de nos échantillons, donc c'est très faible. Entre les deux lignes, ce sont des carences possibles, donc on est dans la zone d'incertitude que je montrais tantôt dans la publication, et là ça représente quand même 23% des échantillons. Donc ça veut dire qu'on a 25% des échantillons qui sont quand même susceptibles de bénéficier au niveau phytotechnique d'un apport de soufre. Et au-dessus de la ligne continue, là, il n'y a pas d'intérêt phytotechnique de mettre du soufre. Mais par contre, la zone grisée, c'est celle qui correspond aux besoins des animaux que j'ai présentés, donc les 2%, il est en dessous de 0,4, en dessous de 4%, pardon, et un rapport N sur S qui doit être aussi inférieur à 12. Et donc là, on voit qu'au niveau des carences zootechniques, ce qui est hors du trapèze grisé, ça représente 68% des échantillons de fourrage que l'on a analysés. Et seulement 1% en situation de toxicité. Et voilà, ça c'est la dernière, il en restait 3, désolé. Donc voilà, pour éviter les carences, qu'est-ce qu'il y a comme moyen? Déjà, s'assurer de maintenir des teneurs en matière organique des sols qui sont correctes, parce qu'une grande partie de l'alimentation du soufre va provenir de la décomposition de la matière organique. Utiliser des engrais organiques, mais attention là aussi au niveau de la disponibilité du soufre dans les engrais organiques et des pertes possibles, notamment en situation d'anaérobiose. On peut avoir production de H2S et donc volatilisation d'une partie parfois importante du soufre qui était dans l'engrais organique. Les engrais minéraux, suivant les formes d'engrais phosphatés qu'on utilise, par exemple, les superphosphates normales et concentrés contiennent du soufre. Le supertrique n'en contient pas. Les phosphates naturels non plus. Si on utilise du sulfate d'ammoniac, du sulfate de potasse, de la thiésérite,
Le problème souvent, c'est qu'on apporte des grosses quantités de soufre, beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour les besoins de la culture. On peut aussi utiliser dans certaines conditions des sous-produits de désulfuration, du lisier acidifié avec de l'acide sulfurique. Ça se fait notamment en Allemagne. Je pense qu'en France, il y a aussi une entreprise qui propose ce produit-là. Là aussi, attention aux quantités. On est très vite dans des quantités vraiment très importantes. Il y a le gypse, le phosphogypse, le soufre élémentaire qui peuvent être utilisés également. Dans nos recommandations, donc depuis maintenant 2 ans, on recommande quand même pratiquement systématiquement de faire un apport de fertilisation soufrée, donc de l'ordre de 15 à 20 kg, de 15 à 20 unités de soufre par couple, soit environ une unité S par 4 ou 5 unités d'azote. Donc voilà, j'ai pris le facteur de conversion du soufre en SO3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes pour les questions. Luc ? Merci pour la présentation. Ça fait quelques années qu'on entend parler du soufre. Là, il y a un point synthétique qui le fait. En France, on a des recommandations de ratio P sur N et K sur N pour évaluer au niveau de l'indice foliaire si la plante a été, entre guillemets, bien nourrie ou pas bien nourrie compte tenu de son potentiel de croissance exprimé par N. On a un ratio comme ça, S sur N, qui peut être utilisé aussi ou... Oui, c'est le S sur N, nous autres, qu'on utilise, oui. Ou alors on utilise l'indice de nutrition soufrée qui correspond plus ou moins à un N sur S de 14. Si on applique la courbe, ça dépend un peu aussi du stade, si c'est pour de l'herbe pâturée ou de l'herbe à un stade plus âgé. Et ça fait l'objet d'une publication quelque part ? Oui, dans la publication de Mato, je pense qu'on peut... Enfin, on n'a pas remis en N sur S, mais il y a les moyens de le recalculer facilement, quoi. Voir sur base du graphe le N sur S correspondant à une situation d'herbe à 3% d'azote ou à moins suivant le stade. Merci. Il y avait Anthony en bas. Au niveau phytotechnique, un N sur S de l'ordre de 14, c'est à peu près bon. Au niveau zootechnique, c'est plutôt 12, voire 10, suivant certains auteurs. Ok. Quand j'ai vu le titre, je ne me doutais pas de la conclusion, mais c'est très bien, ça a pâté le chaland, parce que du coup, je me retiens, il y a 2% qu'on peut supposer de carence vraie, il y en a un quart en incertitude, Oui, c'est ça. parce que du coup, d'une part, suite à vos travaux, et d'autre part, suite à ce qu'on constate en grande culture, en céréales à paille et aussi beaucoup en colza, où il y a des besoins et importants et précoces, qui sont complètement désynchronisés avec la minéralisation des matières organiques du sol, on voit apparaître de plus en plus de carences, du fait aussi des redépôts atmosphériques, mais ça vous l'avez dit, qui sont beaucoup plus faibles. Et donc on s'est intéressé au sujet en 2018, 19 et 20, sur prairie, pour des questions analytiques, soit des graminées pures, comme vous l'avez dit, pour pratiquer l'indice de nutrition soufrée, soit quelques luzerniens. Et donc au total, on a fait 15 essais, et on est tombé sur des contextes très pluvieux, l'automne 2019, là, qui en France a été extrêmement pluvieux, qui normalement est un facteur de risque. Et en fait, dans les faits, alors c'est pas non plus extraordinaire, 15 essais, certes, mais il n'y en a aucun qui a répondu de manière significative, aussi bien en rendement qu'en qualité. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, mais j'ai peut-être pas tout le paysage en tête, il n'y a qu'un essai en fait qui a été conduit par la Chambre d'agriculture de la Marne, dans un milieu particulier qui est la Champagne crayeuse, qui n'a pas vu de matière organique fraîche depuis longtemps, où la luzerne a répondu aussi bien en rendement qu'en qualité, sans modifier le profil en acide aminé par contre. Voilà, donc en France, j'ai l'impression que le paysage est quand même assez proche de ce que vous avez décrit là. C'était plus un témoignage qu'une question. Merci. Maintenant, il faut se remettre aussi dans le contexte. On est, comme on disait, sur des situations de fertilisation azotée qui ne sont pas nécessairement très élevées au niveau des agriculteurs. Quand on fait les indices de nutrition dans les parcelles sur lesquelles on a fait certains suivis, on est en général en dessous d'un indice de nutrition azotée de 80. On est plutôt entre 60 et 80, donc je veux dire en moyenne sur un indice de nutrition de l'ordre de 70. Les suivis aussi, le graphe que je présentais, c'est seulement sur des premières coupes. Donc on est quand même dans la première coupe, on a pu profiter aussi des retombées des précipitations hivernales. Donc il faudrait voir sur les coupes suivantes aussi la situation. Ça n'est pas...
Merci. On a le temps pour une dernière intervention ou question. Didier Delot, 3CE, Chambre d'agriculture. J'ai une question là par rapport à l'analyse de terre. On sait que sur sous prairie, pour le phosphore et la potasse, on n'a pas de méthodo de prélèvement harmonisé pour prélever la terre sous prairie. Et surtout, on ne sait pas interpréter ces analyses de sol. Et donc la question que j'avais là par rapport à l'analyse de terre et notamment donc aux travaux que vous avez menés par rapport au soufre, quelle est la profondeur de prélèvement sur lequel est fait donc l'analyse de terre pour connaître la teneur en soufre du sol? Oui. En prairie permanente, on prélève à 15 cm et quand c'est dans des prairies, dans les rotations, on prélève sur 20 cm. Maintenant, concernant les interprétations des analyses de terre en prairie, on a une publication qui a été faite par Cugnon Thibault au Comifère. Donc, on a relié aussi les indices de nutrition P et K avec nos analyses de sol. On a un peu le même genre de graphique que j'ai présenté ici pour le soufre. On a un seuil au-dessus duquel on peut dire, ben là, il n'y aura jamais de carence en P ou en K. Déjà, les carences en P, on en a très très rarement, nous autres, mais les carences en K, on en a quand même de plus en plus souvent. Donc on peut établir un seuil en disant, voilà, si on est au-dessus de ce seuil-là dans le sol, on n'aura jamais de carence en potassium. En dessous, on peut avoir des carences. C'est pas pour ça qu'on en a. Mais voilà, il y a une probabilité à ce moment-là d'avoir certaines carences. Donc l'analyse de sol, pour moi, en prairie, elle est quand même intéressante parce qu'elle permet d'éliminer toute une série de situations où voilà, on sait qu'on n'aura pas de carence, on n'a pas trop on n'a pas à s'inquiéter de ça. Merci. Je crois qu'on va s'en tenir là, puisque la journée n'est pas terminée. Merci. Voilà. Donc, je vais maintenant clore cette session qui nous a permis de voyager dans toutes les stratégies pour améliorer l'autonomie protéique par les aliments complémentaires, les fourrages, le pâturage, et dans différentes situations. Et on a pu aborder un petit peu aussi des questions relatives au type de système et à l'animal au type d'animaux qu'il faudra peut-être explorer de façon plus approfondie dans de prochaines journées ASPS. Je remercie encore tous les intervenants et la salle pour les nombreuses interventions très riches.